Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Voilà, donc pour cette conférence, nous allons recevoir David Saodogo sur le thème de l'initiation. Alors nous avons posé la question, initiation, mythe ou réalité, parce qu'effectivement nous entendons beaucoup de choses sur l'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation réellement, concrètement? Qu'est-ce que c'est l'initiation à quoi? Beaucoup de gens prétendent être des initiés. La question est initié à quoi? Mais dans tous les cas, on va essayer de mettre de la lumière sur ce qu'on entend par initiation, mais en Afrique. Qu'est-ce que l'initiation représente en Afrique? Et donc, David Sawadogo, qui, au moins là, c'est un cas concret parce qu'il a été aussi à ces écoles-là, initiatiques, il pourra nous parler de ce que c'est réellement. Voilà. Donc, David, sans plus tarder, je vais te donner la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, donc, j'ai discuté l'autre, enfin, il y a 2 jours avec quelqu'un qui travaille avec moi, un collègue, qui me disait, mais la conférence, elle est basée sur quel document? Je lui ai dit, non, il n'y a pas de document. En fait, les documents, c'est moi-même. Et en fait, c'est vrai que nous, on est habitués jusqu'à présent à considérer que ce qui est sérieux, et ce qui est la vérité, c'est tout ce qui est écrit, mais pas écrit de chez nous ou par nous-mêmes. Alors, donc, je lui ai répondu que les documents, ça va être moi, c'est le parcours que j'ai suivi. Et puis, d'autre part, bien évidemment, on va être obligé de faire des comparaisons avec des types d'initiations qui existent. Parce que moi, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on se départisse, en fait, des poncifs. Et les poncifs, c'est quoi? Et quand on parle d'initiation, en fait, nous entendons par initiation, c'est que nous avons entendu dire des initiations, par exemple, gréco-romaines, par exemple les cultes isiaques ou bien l'osirisme, c'est-à-dire des types de pratiques des sociétés secrètes et qui étaient des portes d'entrée pour les élites gréco-romaine et occidentale jusqu'au Moyen Âge. Et donc, c'était un type d'initiation qui était réservé à des élites. Alors, il faut dire que ce type d'initiation leur a été insufflé par les voyages des sommités grecques qui allaient en Égypte dans les temples pour apprendre un peu les mystères. Alors, pour moi, l'initiation, ce n'est pas cela. En tout cas, quand on parle d'initiation africaine. Et l'initiation même appliquée à l'Afrique ne peut pas. C'est parler de façon générale. Parce que pour moi, l'initiation africaine, en tout cas celle que j'ai subie ou est vécue, c'est un parcours initiatique. C'est donc un parcours de vie. Mais même celle que j'ai subie est différente selon le contexte. Quand on prend par exemple les peuples, les Bantous de la forêt équatoriale, ils n'ont pas la même initiation que quelqu'un comme moi qui suis né dans la savane. Ce n'est pas la même initiation non plus quand on est gens des rivières comme les Bellas dans le Sahel, ou bien quand on est un peuple chasseur. Donc, ces parcours sont différents
selon effectivement les régions de l'Afrique. Et je dirais, moi, comme un peu Nietzsche, le philosophe allemand disait que, en fait, toute philosophie est d'abord une biographie. Donc, le parcours initiatique est biographique, biographie d'un individu, mais peut-être aussi biographie d'un groupe humain. Et l'initiation dont je vais parler, donc celle que j'ai suivie, c'est celle effectivement des Mossé de l'Afrique de l'Ouest, hein, de l'ex, enfin moi je suis né en Haute-Volta, hein, et du Burkina actuel. Voilà. Donc, une fois qu'on a évacué les perceptions extérieures de l'initiation, l'élitisme, les mystères ou la magie. Alors, le cinéma a propagé comment on appelle, une perception du vaudou, par exemple, comme étant des pratiques magiques où on prend une poupée, on le perfore d'objets pointus, contondants, et on fait mal à un ennemi. Et ce n'est pas cela. Même les pratiques culturelles en Afrique, ce n'est pas cela. Et je vais vous raconter une histoire, une anecdote pour commencer. Et mon nom, c'est Sawadogo. Sawadogo, au Burkina Faso, normalement, c'est les peuples qui descendent du ciel. C'est-à-dire, Sawadogo, ça veut dire nuage. Donc, c'est le fils du nuage, fils du ciel. Et quand j'avais l'âge, enfin, autour de 6-7 ans, et on nous disait, hein, aux enfants que notre famille avait la possibilité de contrôler la pluie. On peut savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir. On peut également envoyer, y compris la foudre chez les voisins. Et en fait, nous pensions, mes frères et moi, ou les gens de mon âge, que c'était effectivement une sorte de magie. Et je me souviens, quand on a commencé à travailler la terre avec notre père, qui est donc celui qui était dépositaire un peu de ses pouvoirs, il arrivait, comme nous travaillons 7 jours sur 7, même à l'âge de 9 ans. Et la seule chose qui pouvait, par exemple, nous permettre de nous reposer dans une journée, c'est la pluie. Et on commençait un peu à interpréter le temps, à voir quand est-ce qu'il va pleuvoir. Et ça arrivait que la pluie commence à tomber, des gouttes commencent à tomber, et nous, on est prêt à partir à la maison, et notre père disait non, cette pluie, elle ne va pas durer. Et effectivement, à chaque fois, la pluie, elle s'arrêtait. Et selon les périodes, les pluies, par exemple, du mois de juin, sont moins prévisibles que les pluies du mois d'août. Donc, tout le monde pourrait d'ailleurs prévoir la pluie en août parce qu'il pleut à n'importe quel moment et ça s'arrête et ça recommence. Et en fait, on a fini par comprendre, quand moi-même, je suis arrivé autour de 13-14 ans, qu'en fait, il n'y avait rien de magique. Notre père avait juste la connaissance de la nature, il observait la nature et il lisait dans la nature ce qui se passait. Et je vous dis qu'aujourd'hui, même moi, en étant ici, ça m'arrive de prévoir que la pluie va tomber dans 5, 10 ou 30 minutes et ça arrive. Ce qui veut dire que c'est tout cela pour montrer que l'initiation n'a rien de magique, n'a rien d'occulte. C'est un parcours, effectivement, de vie.
et où il y a effectivement des sciences et des connaissances en jeu. Et on pourrait dire, nous qui sommes allés à l'école, en fait, alors, en moré, hein, dans ma langue, ce qu'on appelle l'initiation, c'est les rormiki. Rormiki, c'est ce qu'on est né trouvé. Ce qui veut dire que c'est un chemin qui est tracé par nos ancêtres et que nous suivons, que chaque génération suit pour acquérir les connaissances nécessaires à notre existence ici-bas. Et donc, c'est une voie plutôt, en Asie d'ailleurs, ils appellent ça la voie ancestrale. Et dans ma langue, c'est le système initiatique, c'est la voie ancestrale pour intégrer les individus, donc une école globale, une école de la vie, une école en pratique, une école aussi des savoirs, des mystères aussi, hein, et culturels. Et une école qui intègre aussi aux valeurs morales, valeurs éthiques, les pratiques socio-économiques et politiques, et en fait, ben, les connaissances, selon le niveau qu'on atteint, on peut se spécialiser dans les sagesses traditionnelles, dans les soins, ou bien même devenir prêtre. Mais ça, il y a une partie commune. L'initiation, c'est une partie commune qui concerne tous les enfants du même âge, qu'ils soient filles ou garçons. Et cet espace d'apprentissage de la vie en société, chez les Mossé, donc dans mon groupe social, il y a un même mot pour dire apprendre et rêver. C'est Zamsro. Zamsro, c'est effectivement la voie d'apprentissage dans le parcours initiatique. Et en fait, ça me fait penser un peu à la réminiscence grecque. Apprendre, c'est se ressouvenir. Et cela part du fait que tout être humain est un mixte entre un esprit primordial qu'on appelle dans ma langue Kinkiriga et puis le corps. Donc, il y a un véhicule, le corps, et puis il y a en quelque sorte un pilote qui est l'esprit qui réside dans le corps. Ce qui fait que, effectivement, puisqu'il y a un système de réincarnation, l'enfant qui naît, en fait, a oublié la vie précédente. Mais l'esprit qui est en lui, qui est éternel, qui est capable, donc, enfin, qui a déjà appris, est dans le ressouvenir. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que dans le système initiatique, il peut y avoir de la préscience, et on peut lire des présages, et on peut lire les signes. Mais en aucun cas, ce n'est une religion ou un système magique. Il n'y a pas de magie du tout. Et à l'âge, effectivement, alors, Dimos, quand le parcours initiatique, il a un début. Il débute déjà avant la naissance de l'enfant.
et chez les Mossé, donc avant la naissance. Alors, on considère effectivement que l'enfant, pour qu'il y ait un enfant, il faut que les Kinkirga, l'esprit primordial, soit prenne la femme ou l'homme comme hôte. Et l'acte sexuel qui permet la procréation n'est en fait qu'une matérialisation de quelque chose qui est déjà en jeu. Et lorsque cette incarnation du Kinkirga est arrivée, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y a une grossesse. Et l'initiation commence par un rite. Il y a 3 rites de passage possibles. Donc, il y a un premier rite qui est une cérémonie d'officialisation, par exemple, de la grossesse. Et vous savez, dans la société, tous ceux qui ne sont pas initiés ne savent pas jusqu'à un certain niveau, avant que le ventre ne se forme, on ne sait pas qu'une femme est enceinte ou pas. Mais pour les initiés, il y a des, comment on appelle, il y a des types vestimentaires qui le montrent. Par exemple, la jeune femme qui est enceinte pour la première fois, c'est un pagne teint en indigo et bleu et avec un liseré vertical pour signifier le nombre de grossesses. La première, par exemple. Si c'est une femme qui est pour la deuxième fois enceinte, ça va être 2 traits, 3 traits et ainsi de suite. Et en fait, pour les initiés, eh bien, on sait quand est-ce ça a commencé. Les autres ne savent pas. Et ensuite, la deuxième étape de ce parcours, c'est la naissance. L'enfant, quand l'enfant vient au monde, alors, ici, par exemple, aujourd'hui, le prénom est déjà choisi d'avance. Eh bien, à l'époque où la société traditionnelle que je connais, on ne donnait pas de nom à l'enfant avant le 8e jour. C'est-à-dire que on laisse l'enfant vivre, pleurer, et comment on appelle, cet être plutôt familial. Puisque la société ne le connaît pas encore, la société ne le connaît que lorsqu'il porte son nom. Ce qu'on appelle la cérémonie de dation du nom, c'est ça qui fait qu'un enfant devient un être social, c'est-à-dire toute la communauté le connaît. Sinon, avant le 8e jour, on considère d'ailleurs que c'est un peu comme la chirurgie actuelle, on considère que un organe peut être rejeté. Et en fait, pour la société traditionnelle, avant le 8e jour, l'enfant peut tout à fait repartir parce que le Kinkirga qui s'incarne en lui n'apprécie pas l'autre. Et donc, cet être familial peut tout à fait repartir. Et donc, pendant qu'on attend les 8 jours pour donner le prénom à l'enfant, on observe son comportement pour déterminer quel est l'ancêtre qui s'est réincarné. C'est ce qu'on appelle les ségrés, c'est-à-dire l'ancêtre tutélaire. Et à la cérémonie de la dation du nom, c'est un prénom qui va correspondre justement soit à cet ancêtre, ou bien, quand l'ancêtre est très proche, vous entendez des fois les gens s'appeler Mayour et Mbayour, c'est-à-dire l'homonyme du père ou de la mère, parce qu'on ne peut pas donner les prénoms quand il est la personne qui est... Ah, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Et donc, on donne le nom, et à partir de ce moment-là, donc, l'enfant devient un membre de la communauté villageoise. Et l'éducation familiale va commencer. C'est-à-dire que alors là, je dois dire que l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui soit garçon ou fille, pendant les 7 premières années, ils ont la même éducation. C'est des soins, c'est l'apprentissage de la vie familiale, de l'environnement, et jusqu'à 7 ans, et les garçons peuvent tout à fait vivre avec sa mère, la fille avec son père, mais à partir de 7 ans, il y a une éducation commune, mais qui est séparée. C'est-à-dire que dès lors, le garçon va vivre à partir de 7 ans avec les pères, il va accompagner les pères à la chasse, au champ, et toutes les tâches qui sont plutôt masculines, puisqu'il y a une répartition des tâches dans la société. Et la fille va, bien évidemment, se rapprocher de sa mère et du groupe des femmes. Et j'ai oublié de dire quand même que pourquoi les âges de la vie comportent 7 ans. C'est tout simplement parce que quand on prend les attributs sexuels de l'homme, il y en a 3. Je vais pas, enfin, voilà, vous comprendrez. Et pour la femme pubère, elle vaut 4. Et pour donner la vie, il faut combiner les 2 chiffres, ce qui fait 7. Et c'est aussi pour ça que les âges de la vie, c'est 7, et 3 fois 7, 21. Donc, une génération. Une génération, c'est 21 ans. Ensuite, le deuxième septénaire, enfin, je ne sais pas si c'est un néologisme que je fais là, enfin, pour le deuxième septénaire, effectivement, le garçon devient un membre du groupe des hommes. Et pendant cette période, à la fin de cette période, c'est ce qu'on appelle les rites de passage. Les rites de passage, c'est à partir de 14 ans. Et il faut quand même que je dise que je ne peux pas parler effectivement de l'initiation, du parcours initiatique chez les femmes, parce qu'en fait, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et c'est pour ça que très souvent, quand on dit, par exemple, à propos de l'excision, que ce sont les hommes qui ont imposé ça aux femmes, c'est assez discutable, puisque les hommes ne savent pas exactement ce qui se passe, y compris dans cette pratique. Donc, je suppose que ce parcours est aussi symétrique à celui du garçon. Donc, je ne parlerai que du parcours chez les garçons, puisque c'est celui-là que moi, j'ai vécu. Et donc, après ce deuxième septénaire, les garçons, ils vont apprendre effectivement tout ce qui est l'anatomie masculine. Il va s'imprégner de son rôle dans la société, le rôle non seulement dans la société, mais aussi son rôle de futur géniteur, c'est-à-dire père plutôt. Donc, et c'est aussi un moment
de s'exercer à la fraternité. Et en fait, c'est là que les choses sont tout à fait différentes. L'initiation africaine, ce n'est pas une confrérie, ce n'est pas non plus des sociétés secrètes, c'est plutôt une initiation à la fraternité. C'est-à-dire que on va prendre une classe d'âge et on va l'éduquer et l'aider à s'intégrer à la société et à jouer son rôle. Donc, chaque classe d'âge, quand il y a un événement, et qu'il soit heureux ou malheureux, eh bien, c'est la classe d'âge. Par exemple, un garçon perd un membre de sa famille, eh bien, c'est tous les autres garçons de son âge qui s'en occupent, qui vont, par exemple, s'occuper de creuser la tombe et transporter les corps. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un avec qui on est initié est un plus que frère. C'est effectivement la fraternité en pratique. Ensuite, au bout du troisième septenaire, ça c'est ce qu'on appelle la génération. Donc, au bout d'une génération, en principe, un être humain, qu'il soit fille ou garçon, eh bien, est en capacité, en fait, de jouer son rôle sexuel dans la société. C'est-à-dire qu'il est à même, par exemple, de procréer. Et donc, il peut aussi, il peut effectivement se marier, mais généralement, on ne presse pas les jeunes à se marier. Mais à partir de ces moments-là, c'est un approfondissement de toutes les connaissances qu'ils ont appris qu'ils ont apprises au cours de leur premier pas dans la société. C'est mon... Et donc, pour les garçons, en ces débuts du troisième septenaire, il y a ce qu'on appelle les rites de passage qui obligent à ce que les garçons qui vont subir, par exemple, la circoncision soient reclus en brousse. Et il y a des constructions même pour ça. Donc, on est reclus en brousse pendant 1 mois. Et pendant cette période, on concentre tous les apprentissages. On apprend on apprend sous la responsabilité d'anciens et d'aînés. Parce que c'est aussi ça, chaque génération aide la nouvelle génération à prendre sa place. Donc, il y a un approfondissement des connaissances et des pratiques pendant toute cette période. Et je voulais préciser quelque chose avant de continuer. Et quand je suis arrivé en France, en fait, la première chose qui m'a fait comprendre que je ne suis pas natif de cet espace, c'est la connaissance de mon environnement immédiat. À 9 ans, j'ai la connaissance pratiquement exhaustive de mon environnement. J'étais berger à 9 ans. Quand j'allais en brousse avec les vaches, je n'amenais aucune nourriture parce que je savais que je trouvais ma nourriture dans la nature.
je n'amenais pas d'eau non plus parce que je savais quelle racine pouvait m'abreuver. Et surtout, je connaissais même la moindre herbe. Je savais quelle herbe il ne fallait pas faire brouter à mes animaux. Et ici, eh bien, quand je suis dans la nature, j'aime me promener dans les champs et en fait, tout est nouveau. Et cette impression d'être mal à l'aise dans la nature, elle s'est traduite également, enfin, ce malaise s'est traduit également au moment où je suis allé à l'école primaire. C'est-à-dire que toute cette connaissance que j'avais de mon environnement social et physique, il a fallu tout recommencer à partir de l'âge de 7-9 ans. Et en fait, c'est comme si un arbre qui poussait pendant 7 ans, eh bien, on le déracinait pour pouvoir le replanter ailleurs. Et ça explique sans doute un peu la superficialité des fois de nos pensées, de nos conceptions du monde quand cela s'exprime par des langues scolaires. Voilà. Donc, notre initié chemine au début de son 4e septénaire. Et là, c'est un pré-adulte. On n'est pas vraiment adulte puisque à 21 ans, on est encore dans cette société-là un tout petit. Mais le monde des adultes nous est ouvert. Et il y a des possibilités énormes d'approfondissement de nos connaissances, mais aussi de spécialisation. Donc, à ce moment-là, on peut se spécialiser dans les arts, dans les sciences, les connaissances, la sagesse, l'art militaire, ou même la pharmacopée et la médecine, entre guillemets. Et effectivement, alors ça peut être familial, parce que dans la société Mwaga, il y a par exemple les rebouteux, ceux qui soignent, qui soignent les blessures, notamment les fractures en tout genre, eh bien, c'est dans les familles. Donc, après l'initiation et les 21 ans passés, eh bien, des gens qui ont dans leur famille des spécialités de ce type, et c'est là qu'on peut parler de confrérie, eh bien, doivent dans leur propre famille travailler cette spécialisation. Et au bout de... Alors, jusque-là, on ne fait qu'apprendre. Donc, jusqu'à la quarantaine, c'est-à-dire que jusqu'à la 3e génération, début de la 3e génération, ce qu'on appelle, ben, en fait, le cycle est de 21 ans. Et à 42 ans, on commence, en fait, à devenir quelqu'un qu'on considère comme ayant accompli son parcours complet dans la société. Et à partir de ce moment-là, quand il y a des rites de passage, un homme de 42 ans peut tout à fait devenir instructeur. Quand les jeunes initiés sont, par exemple, reclus, eh bien, ce sont des gens à la quarantaine qui sont les instructeurs. Et là encore, c'est des instructeurs sous la supervision des sages, des anciens. Parce que on devient quelqu'un, un sage, quelqu'un qui possède de la connaissance dans la société Mwaga, par exemple, qu'à partir de la soixantaine. Et quand vous regardez, par exemple, l'initiation
dans l'osirisme dans la Grèce antique, Socrate n'est devenu philosophe qu'autour de la soixantaine. En fait, c'est une vulgarisation et déformation en même temps des pratiques en fait initiatiques, des parcours initiatiques africains. Et j'ai une théorie sur Socrate. Un jour, peut-être, il faudrait que j'en fasse part. Voilà. Donc, une fois qu'on est devenu, on a la soixantaine, qu'on soit femme ou homme, parce que même les femmes à partir de la soixantaine, c'est-à-dire les femmes qui ne sont plus soumises aux grossesses, et sont acceptées dans ce qu'on appelle le cercle des anciens, c'est-à-dire les gens à qui reviennent les décisions difficiles dans la société. Et ce qu'on appelait l'arbre à palabre, en fait, ce n'est pas de la palabre parce que c'est les lieux où se décide, où est discuté et même disputé les décisions importantes pour la société. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle des anciens. Et moi, j'ai eu la chance justement du fait que je suis allé à l'école, donc autour du CM2, j'étais intégré de fait au cercle des anciens, pas parce que je suis devenu sage, mais parce que ils avaient besoin que j'écrive toutes les décisions qui étaient prises, que je fasse la synthèse des débats. Et c'est pour ça aussi que je peux en parler aujourd'hui. Et donc, les bouquins, c'est un compte rendu justement de cet aspect des choses. Donc, qui n'est malheureusement pas perpétué aujourd'hui. Alors, donc, vous me direz, après la soixantaine, quelle est la suite des choses? La suite, bien évidemment, c'est effectivement la fin de la vie. Mais la fin de la vie, c'est peut-être en cela qu'on est les cultes africains, en tout cas, c'est celui que je connais, sont tout à fait différents des religions du livre ou bien des religions gréco-romaines, par exemple, enfin, de l'Antiquité. Parce que la mort n'est pas vraiment la fin de la vie. Parce que, effectivement, l'esprit qui s'incarne dans le corps ne meurt jamais. Il revient toujours, ou bien siège dans ce qu'on appelle l'auguste assemblée dans le monde invisible. Parce que nous, on est dans le monde visible, la vie terrestre, mais il y a un monde encore plus grand, et y compris en Occident. Je pense que c'est Auguste Comte qui disait que l'humanité se compose de plus de morts que de vivants. Et effectivement, ce monde invisible est peuplé de ce qu'on appelle les mânes ancestraux et les ancêtres tutélaires, protecteurs des vivants. Et c'est en fait le monde qui veille sur la vie terrestre. Parce que chaque être humain qui a bien agi dans la vie est appelé à endosser cette responsabilité de protéger des futurs
enfants qui naissent dans la société. Ils deviennent ségrés comme, je disais, donc l'ancêtre correspondant ou tutélaire, enfin l'ancêtre oui, l'esprit protecteur. Alors, ici, on appelle des anges, mais ce n'est pas un ange du tout. Et pour témoigner, par exemple, lors des morts, notamment les décès de personnes âgées, et en pays Mouaga ou partout ailleurs, en Afrique d'ailleurs, les cérémonies sont accompagnées de fêtes, pas parce qu'on on est content que les gens soient morts, mais parce que tout simplement, une vie accomplie et une vie qui se termine donc dans le monde visible, monde invisible avec des responsabilités nouvelles. Et c'est pour ça aussi que quand lors des cérémonies pour accompagner les défunts, les familles font... Oh là là, attendez. Bon, j'ai du soleil qui... Non. Bon, bref, donc les familles font des commissions ou bien donnent des offrandes aux défunts. Donc, la tombe, elle recèle d'objets en tout genre qui accompagnent donc les défunts et ils sont destinés aux gens de la famille qui sont morts depuis longtemps. Et voilà, merci. Et quand vous avez, alors je ne sais pas si vous connaissez ce poème, Souffle de Birago Diop, quand il dit « les morts ne sont pas morts », et c'est quelque chose que moi j'ai vécu, que je connais très bien, et c'est pour ça aussi que, sauf la mort des jeunes, enfin des jeunes, la mort de quelqu'un, par exemple, de 60 ans, n'est pas un événement dramatique en tant que tel. Et c'est aussi, ça peut expliquer aussi qu'en Afrique, on est assez stoïcien, c'est-à-dire que on n'aime pas cette vie ici-bas au point d'en faire une adoration. Parce qu'on sait que la vie, elle ne s'arrête pas là. Voilà. Donc, et je voudrais terminer en disant que la différence, alors, entre, par exemple, une religion prosélytique et les cultes des ancêtres, c'est le fait que aucun village n'essaie d'imposer ses dieux à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre de religion en Afrique. Et c'est pour ça aussi que les guerres de religion, comme aujourd'hui ce qui se passe dans le Sahel, viennent par des pratiques religieuses extérieures à l'Afrique. Et si vous voyez le pays Mouaga, c'est le seul endroit où le djihad n'a pas eu lieu au XVe siècle, parce que justement c'était cette religion traditionnelle du culte des ancêtres, ce qu'on nomme maladroitement ou de façon inappropriée l'animisme, qui est effectivement une religion ou un culte de la nature, et un culte plus du sacré que qu'une religion en tant que telle, puisque les religions prévoient une rédemption, c'est-à-dire
un paradis et un enfer. Dans ma religion traditionnelle et dans la plupart des religions traditionnelles en Afrique, il n'y a ni enfer, ni paradis. Elle est, la vie, le monde invisible est assez ressemblant au monde visible, parce que dans les sociétés traditionnelles, la seule façon de damner quelqu'un, c'était de l'exclure, de le bannir de la communauté. Donc, ce qui pourrait arriver de pire pour un défunt, c'est justement de ne pas être reçu de l'autre côté. Le reste est juste de la littérature. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et puis, je pourrais donner des précisions, répondre à des questions et éventuellement les interventions des uns et des autres nous permettront justement d'approfondir et de toute façon, l'objectif, c'est que ce n'est pas de remettre en selle l'initiation en Afrique ou les parcours initiatiques, puisque de toute façon, on les a laissés tomber. Mais c'est de voir comment, par exemple, si demain les décideurs, notamment en ce qui concerne l'école, comment il est possible de s'inspirer de cette éducation globale pour recréer une école qui serait effectivement plus appropriée pour l'éducation des jeunes Africains. Parce que à l'allure où on va, on sera sans racines dans les siècles à venir. Voilà. Donc, je vous remercie de l'écoute. Très bien. Merci beaucoup, David. Voilà, en tout cas, il nous a tracé le parcours, on va dire, entre guillemets, donc, initiatique de l'enfant, de l'individu, donc de l'enfance à son âge adulte, qu'il a situé, on l'a dit, à 60 ans à peu près, la fin situer la fin de vie à 60 ans. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. David donc, y répondrait, puis on va donc échanger. Donc, celui qui veut poser la question se manifeste soit par des éléments en faisant un signe de la main ou opportunément, il peut prendre la parole. Alors, en attendant, pourquoi pas, je vais poser une question, moi déjà pour commencer. Justement, je parlais de la fin de vie, 60 ans. J'aurais une question. Qu'est-ce qui détermine que tu as déterminé 60 ans par rapport à quoi? Je pose cette question parce que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on établit à peu près à 60 ans la fin de vie de manière générale? Est-ce que c'est parce que la pharmacopée, je vais dire ça comme ça, ne permettait pas? Ou voilà, quelle est la raison qui fait que tu as établi 60 ans comme à peu près l'âge limite? Alors, je n'ai pas dit que 60 ans, c'est la fin de l'âge, la fin de vie. En fait, c'est 3 générations, ce qu'on appelle le 3e âge, c'est-à-dire 3 fois 21 ans. Donc, c'est la période qui est déterminée pour l'acquisition de la sagesse, des connaissances approfondies dans la société. D'accord. Mais à partir de cet âge de la vie, on peut partir sans regret, parce qu'on a déjà fait un parcours qui est, qui est suffisant pour un être vivant. Et sans doute aussi parce que on était dans des sociétés où
et l'espérance de vie n'était pas non plus assez importante. D'accord. OK, merci. Mais la plupart des gens, je disais l'autre jour que les gens de 80 ans sont en train de partir. Et donc, les gens vivent bien plus longtemps. Moi, mes deux parents sont décédés à 83 ans et 86 ans. Donc, OK. leur vie n'était pas finie à 20 ans. C'est noté, j'ai bien compris. Alors, Nzwamba Simanga, je te cède la parole. Oui, alors, merci beaucoup de cet exposé magistral. J'ai une petite question. Alors, j'ai acheté votre livre, et celui que vous avez présenté la dernière fois. J'ai commencé, je ne suis pas encore loin, je suis encore au tout début. Alors, je voulais savoir, mais tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, est-ce que je vais retrouver ça dans le livre ou bien ça fera partie d'une autre publication? Non, vous allez le retrouver dans le livre. Ah, avec les mêmes détails qu'aujourd'hui. Un peu plus détaillé, parce que là, je n'ai pas détaillé du tout. Parce que, oui, avec plus de détails, oui. Donc, il y aura donc le parcours du début jusqu'à la fin. OK, OK. Ah, bah, ah bon, OK. Bon, alors, il ne me reste plus qu'à le lire, alors. OK, merci. Voilà. Parfait, merci. Alors, Kafoué, je t'en prie. Oui, merci beaucoup, mon frère Kardougi. Alors, c'est David, hein, donc. Oui, enfin, moi, je préfère t'appeler Kardougi parce que ça. Kardougi. Voilà, on est dans. Voilà, c'est. D'accord. Oui, voilà. Et donc, on est dans les traditions et c'est un nom dans nos traditions, justement, à sa vibration par rapport à l'être, à l'incarner. Et tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis toujours que l'Afrique est une et indivisible. Et quand beaucoup de gens nous disent aujourd'hui qu'on doit créer l'unité africaine, je dis qu'on veut défoncer une porte ouverte. Donc, je te remercie pour ton discours qui me réconforte dans ce que je pense, ce que je viens de dire, cette unité africaine, puisque moi-même, j'ai publié il n'y a pas longtemps un petit bouquin sur le couple, et où je répertorie justement le parcours initiatique de l'individu. Et justement, Poulélé a posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi 60 ans. Et justement, dans mon travail que j'ai publié, chez nous, on le prend par décades et on arrive justement à 6 décades. Justement, on arrive aux 60. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais oui, et c'est intéressant parce que tu l'as dit d'ailleurs au début que l'initiation, il y a un principe, mais ensuite, de par chaque peuple ou chaque situation géographique, on a des diversités dedans. Mais il y a un principe qui conduit, qui veut mettre l'homme au cœur de la société. Donc, il y a un lien, ce lien. Et j'ai beaucoup apprécié ton exposé. Et quand il y a des mots que tu as utilisés, par exemple, quand de Joto, ça veut dire incarné, To, ça veut dire debout, celui qui est debout. Donc, celui qui t'incarne et qui fait que tu es debout. Quand tu as donné le mot Segere, et quand moi je prends ce mot et je le translitère dans ma langue, c'est le destin. Guérir, c'est qui est tombé dans quelque chose. Donc, le destin qui s'est incarné dans quelqu'un. C'est-à-dire, je vois, c'est-à-dire, c'est ce que je lis dans le mot. Et tu as parlé à un moment donné des connaissances, c'est-à-dire des dons qu'on a d'autres vies et de ce qu'on fait dans la vie courante. Et on a la même distinction chez moi dans ma langue, où on parle de Nunya, qui est
le savoir qu'on a dans une vie incarnée et ce qui nous vient de la naissance, c'est-à-dire qu'on a emporté d'autres vies précédentes, mais dont on n'a pas forcément la mémoire, et qu'on appelle agnaçant. Et c'est vraiment réconfortant de voir ça m'a permis de faire ce parallèle. Et quand tu as fait ton exposé, j'ai retrouvé différents étapes dans l'initiation qu'on a on arrive dans la première décade, on a garçons et filles mélangés, mais à partir de la deuxième, du deuxième, on fait la séparation et les garçons doivent s'identifier comment dire, au père, donc c'est un apprentissage, et les filles partent avec les mamans. Et dans ce parcours, et tu l'as dit, on ne peut pas savoir, nous les garçons, nous les hommes, ce qui se passe de l'autre côté. Mais on ne connaît pas dans le détail les choses. Ça montre comment le système, et c'est ce qui fait aujourd'hui. C'est dommage que les notes de rencontre, les gens n'y viennent pas en grand nombre, parce que beaucoup de gens se disent revenus, mais ils focalisent les traditions sur ce que tu as dit tout à l'heure, le magique, la magie, alors que non, c'est de la science. C'est de la science. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et quand on ne le transmet plus, ça se perd. Heureusement, il y a des gens comme toi et aussi nos langues, parce que nos langues portent la mémoire de nos peuples, parce que nos ancêtres ont pris cette précaution, je dirais, de nommer les choses, et les noms portent des énergies qui, quand on les prend, moi par exemple, toi tu as été initié, moi je n'ai pas été initié, mais c'est en étudiant ma langue maternelle que j'ai remonté toutes ces informations à partir des mots, des noms qu'on donne à l'enfant. Quand on est bébé, on appelle Vifin, Devi, des Kakui, des Kadje. C'est le sens de ces noms-là qui m'a permis de reconstruire ces étapes initiatiques. Et justement, ton discours me conforte et vient comment dire, confirmer mes propos. Et je vois là quelque chose d'extraordinaire, parce que je n'ai pas été initié, mais le Verbe m'a initié, en quelque sorte. Le Verbe m'a initié. Donc, ça a été quelque chose. Et là, on retourne. Quand tu as dit, à un moment donné, que la vie ne s'arrête pas chez nous, ça a son importance. Je m'appelle Ekoué, je ne devrais pas m'appeler Ekoué. Mais on est allé chercher, on est allé interroger les ancêtres, et il s'est avéré que mon grand-père a dit que c'est lui-même qui est revenu. Et donc, on m'a donné son nom Ekoué. Et mes tantes et tous les gens de la famille, comme lui, mon grand-père était le roi, et après lui, on m'appelait, tout le monde, ces anciens m'appelaient papa, grand-père et tout ça. Donc, ça montre qu'on est dans un système organisé dont on ignore aujourd'hui les avantages, parce que on s'est un peu égaré avec les religions. Donc, ça me conforte et je te remercie grandement pour ces propos. Et encore une fois, gratitude. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas.
Ben, donc, moi, je vais, oui, merci, hein, parce qu'effectivement, en fait, on est plus proche. Le panafricanisme était en marche et ce sont les événements douloureux qui sont venus effectivement déranger cette construction. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas que dans le parcours initiatique qu'il y a des ressemblances. Moi, je vois par exemple les noms des dieux. Alors, je ne suis pas linguiste, mais j'ai posé la question à des linguistes. Pourquoi la plupart des noms des dieux en Afrique, il y a les mêmes composantes, enfin, les lettres. Il y a très souvent A, N, M et B. Et je regarde par exemple dans ma langue en moré, c'est Wenam. Wenam, quand on prend chez les Dogons et Amon, Nzambé en Afrique de l'Est. Donc ça, ce n'est pas du hasard du tout, y compris sur le plan religieux. Et quand on regarde Amon chez les Égyptiens, en grande majorité, il y a ces composantes-là dans les noms des dieux. Et j'aimerais qu'un jour, des linguistes puissent faire le travail. Très bien. Alors, il y a Maury Keba Dramé qui souhaiterait poser une question. Vous avez la parole. Le micro, Monsieur Maury, votre micro. Merci. Oui, à tout le monde. Bonjour. À frère Kikou et tous les participants. Moi, ce n'est pas une question exactement, mais c'est pour vous remercier et de magnifier l'honneur que d'être parmi vous en tant que novice. Ça nous réconforte, nous qui sommes des apprenants, d'avoir des gens comme vous nous expliquer, je peux dire, le passé qui est dans le présent. Je suis quelqu'un, comme la plupart des gens, j'étais malade parce que on dit je suis né dans l'islam. Je le pratiquais à fond jusqu'à ce que je pense Nascimento et son ami Amouma. Quand je l'ai découvert que j'ai su que il y a quelque chose, je me suis dit non, c'est pas vrai. Par la suite, parce que lui, j'ai ses bouquins, ils m'ont ouvert les yeux. Et d'avoir des gens comme vous, moi, là, j'ai des frissons partout. Et merci beaucoup. Même si je ne connais rien, je le dis, moi, aujourd'hui, même demain, même si on met le couteau sur la gorge, je ne reviens pas en arrière et je ne le cache pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Maury. Alors, est-ce que... Ah oui, quelqu'un d'autre peut-être, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, oui, moi j'ai une question. Ah, Nzouaba, oui. Oui, donc j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est par rapport à donc la transmission des connaissances par rapport aux activités principales dans la société. C'est-à-dire qu'au début, vous avez dit que le parcours initiatique est différent selon qu'on soit dans une société centrée autour de l'élevage ou de la chasse ou de l'agriculture ou de la pêche. Donc, ça veut dire que ce sont des connaissances donc liées à des métiers
occupés dans ces types de sociétés-là. C'est donc principalement cela. Alors, si j'ai bien compris, en fait. C'est comme aujourd'hui, par exemple, dans la société libérale, aujourd'hui, les métiers qui existent dans les sociétés occidentales libérales ne sont pas les mêmes qu'à l'époque du Moyen-Âge européen où les métiers étaient liés à d'autres centres d'activité. Alors, donc, ce que je voulais dire, il y a l'éducation commune jusqu'à 21 ans. Ensuite, il y a une spécialisation. Moi, par exemple, je suis, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Sawadego, c'est le fils du nuage. Nous descendons, alors, dans la légende, on descend du ciel par une corde. Et on est autochtone des autochtones. Et normalement, c'est pour ça que les Sawadego sont des chefs de terre. Et effectivement, pour que, par exemple, le Mogo Naba, le chef suprême de Mossé, et en fait, Mogo Naba, ça veut dire le chef de l'univers, rien de moins que ça. Et pour qu'il devienne roi, il a besoin que le chef de terre sacrifie. S'il refuse, il ne peut pas devenir roi. Et pour apprendre le métier de chef de terre, donc le sacrificateur, eh bien, c'est dans ma famille qu'on l'apprend. Même le chef ne sait pas comment ça se passe. C'est pour ça que je dis, selon les corporations, effectivement, il y a un apprentissage un peu plus ésotérique et pratiquement secret. Et c'est pour ça que je considère qu'il ne faut pas, c'est pas l'initiation, le parcours initiatique en tant que tel n'est pas une pratique secrète dans la société, mais selon les spécialisations. Par exemple, les gens qui sont des guérisseurs, effectivement, ils apprennent dans la famille. Chez les chasseurs, il y a des confréries de chasseurs. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Jean Roux sur les maîtres fous du Niger. Non, je ne l'ai pas vu. Non. Alors, c'est un vieux film des années 60. Et en fait, il a symbolisé pendant longtemps le système initiatique africain. Parce que les gars, il les a filmés. Alors, c'est des gens qui étaient soit partis du Niger, qui étaient soit en Europe, soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire, et qui par moment, pour se ressouvenir de leur vie, ou en tout cas de soigner même des pathologies qui viennent parce qu'on est exilé, sont capables de rentrer en transe et ils sortent de leur bouche de la quasiment, et ils crachent une matière blanche et leurs yeux se retournent complètement. Et pendant longtemps, eh bien, on considérait que c'était ça, en fait, l'initiation africaine. Mais c'est une initiation qui est propre à une confrérie. C'est ça. Et effectivement, et par exemple, les gens qui... Alors, en pays Mouaga, ceux qui enterrent les morts, c'est aussi les Sawadro. Et les forgerons. Parce que c'est des gens qui connaissent assez la terre. Et chaque chef de famille, ou chaque ancien de corporation, apprend les choses de manière plus discrète dans la famille. Et effectivement, chez les Bantous de la forêt équatoriale qui vivaient de la chasse, c'est pas la même chose que d'aller chez les Bellas, par exemple, du fleuve Niger. Ils n'ont pas les mêmes pratiques. Donc, si on amène un Bella dans la forêt équatoriale, il risque de mourir de faim. Donc, l'initiation, c'est une adaptation au milieu et comment on appelle, à la société, telle qu'elle fonctionne. Alors, maintenant, concernant le vocabulaire utilisé, parce que tantôt, vous avez parlé de prêtre. Est-ce que c'est... Parce que j'ai remarqué beaucoup, on utilise beaucoup le vocabulaire de l'Église catholique. J'avais fait la remarque une fois à des Béninois
qui parlait donc d'une maison du vaudou, ils ont utilisé le terme de couvent. D'accord. Ouais. Alors, alors, je me dis, mais peut-être que c'est l'utilisation de ce vocabulaire-là qui entretient la confusion dans l'esprit des Africains, au lieu d'utiliser des termes beaucoup plus appropriés qui renvoient justement à cet univers de la connaissance de la nature très spécifiquement. Peut-être, d'ailleurs, même le mot même peut-être initiation aussi peut porter à confusion, parce que chez les autres, on dit l'école, l'enseignement supérieur, etc. et tout ça. Alors que, bon, nous, on est encore calé un peu dans le vocabulaire de l'ethnologie. C'est un peu ça. Ouais. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que malheureusement, les mots qu'on utilise, effectivement, quand je dis prêtre, je devrais dire entre guillemets. Ouais. Parce que moi, je suis sacrificateur du roi. Je ne suis pas un prêtre. Parce que ce n'est pas un culte qui a son, comment on appelle, qui s'adresse aux fidèles. En fait, le sacrificateur, il est juste avec les ancêtres. Et je vous dis, quand je rentre, moi je suis catholique, j'ai été catholique, voilà. Mais quand je rentre au Burkina, la première chose que je fais quand j'arrive dans ma concession, je vais dans la case des ancêtres pour me présenter avant de voir les vivres. Effectivement, il faut qu'on se méfie comment on appelle, du vocabulaire, parce que quand je dis Roromixore, mais ça, je ne peux pas l'utiliser parce que les gens ne comprendraient pas. Oui, oui. Et ça pourrait se traduire par le chemin ancestral. Voilà. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre Le Testament ancestral. Et ce n'est pas de l'initiation, c'est tout à fait, c'est l'éducation, c'est l'éducation dans, enfin, l'intégration dans la société, tout simplement. Alors, donc, on pourrait dire par là que le passage à la vie adulte est lié à l'acquisition des connaissances. Absolument. Ouais. Ah oui, parce que si on est, en fait, à un moment donné, alors, mais à l'acquisition des connaissances, mais que la société a obligation d'amener chaque enfant, garçon ou fille, alors, c'est l'acquisition des compétences, je vais dire. OK. Voilà. À un certain âge, on doit posséder toutes les compétences, sauf si on est mentalement, comment on appelle, on n'a pas toutes ces facultés, en principe. Chacun doit arriver à l'âge de 14-21 ans, doit être apte à vivre dans la société, à construire une case pour sa femme, pour ses enfants, à faire de l'élevage, à avoir un champ et éventuellement à connaître les herbes et les plantes pour soigner. Donc, on doit être dans sa société comme un poisson dans l'eau. Je montre mon... j'ai explosé mon... comment on appelle ça? Ma main une fois, cette partie-là. Quand j'allais à l'école, quand j'étais à l'école, je faisais 10 km à pied pour aller à l'école et revenir 20 km dans la journée. Et quand j'ai eu l'âge de pouvoir aider à ce qu'on construise l'école de mon village, eh bien, j'étais l'âne qui tirait la charrue. Et les autres poussaient derrière. Et les autres poussaient derrière. Et un jour, ils ont poussé tellement vite qu'ils m'ont coincé la pomme avec le bourron, mais creux de la charrette. Et ça a coupé la pomme et on voyait l'os. Vous savez ce que les vieux, enfin, les aînés ont fait? Ils ont pris une herbe qui est commune
Et ils l'ont broyé et puis ils ont mis les jus sur ma plaie et ils ont mis un simple chiffon. Je n'ai jamais été à l'infirmerie, n'en parlons pas de l'hôpital. Mais alors ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, avec le savoir théorique qu'on a, surtout dans les milieux africains ou dans nos pays, ceux qui justement ont la compétence, ce sont toujours les experts internationaux et étrangers et tout. Ouais. Donc, ça veut dire on est loin de ça alors. Eh bien oui, ben, sauf que ça ne s'est pas transmis. C'est pas transmis. C'est comme les produits pour augmenter l'intelligence. Les gens appelaient ça gris-gris. En réalité, non. Il y a des produits. Moi, je me souviens d'un chercheur français qui allait au Bénin et pour aller retrouver des arbres pour la pharmacopée. Et en fait, les gars qui l'accompagnent, il ne connaît pas toutes les plantes, mais il arrive dans la forêt, dans la brousse, et il prend des feuilles qui marchent. Et en fait, dès qu'il a mâché ces feuilles, c'est comme si son intelligence était décuplée et il trouvait toutes les plantes qu'il fallait. Alors là, c'est peut-être l'œuvre du fameux esprit dont vous avez parlé au début, là. C'est-à-dire que l'esprit qui vient d'une vie antérieure, qui connaissait déjà des choses et qui finalement se retrouve dans la nouvelle personne et qui donne Eh bien, on ne sait pas, à moins que ce soit simplement des plantes qui, comme ici, il n'y a pas de plantes, mais de la chimie, des fois, les gens, ils prennent et leur intelligence est plus aiguisée que... Voilà, c'est ça. En prenant du LSD ou bien du... Oui. Donc, on en avait des naturels. Voilà. Oui. Oui. OK. Merci en tout cas, c'est très intéressant. D'accord. Je pense que Café, tu voulais poser une question. Oui, ma question était justement, c'est de ça qu'ils ont discuté, puisque je voulais poser la question de savoir si aujourd'hui on avait la possibilité d'enclencher une démarche pour que tout ce savoir, c'est-à-dire puisse être intégré pour repenser l'éducation en Afrique. Parce que le programme éducatif, quand je prends le scolaire qu'on a, est inadéquat. Et même, je dirais que l'éducation aujourd'hui familiale est aussi en déclin parce que les valeurs se perdent et il n'y a plus rien parce que on n'a plus cette structuration. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une urgence pour qu'on aille vers ce sens? Et la question de Ndamba tout à l'heure sur le vocabulaire utilisé, on a ce problème-là de vocabulaire parce que quand on arrive, on parle d'initiation, les nôtres, quand ils écoutent ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même vision selon la tradition africaine. Ils voient les choses selon ce qu'ils ont lu dans les bouquins ou bien dans les religions. Et ça pose un problème sérieux. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le prêtre, bon, on imagine tout de suite quelqu'un qui a, comment dire, qui a une sultane et qui vient parler de Dieu aux gens, alors que dans notre tradition, voilà, on est obligé quelque part, parce que justement, on n'a plus la maîtrise de nos langues, d'utiliser cette langue d'emprunt, ces langues d'emprunt que sont les langues occidentales, sur les bases desquelles on a été formé. Donc, ça pose un problème. Et donc, la question du retour à nos langues et ça nous amène aussi à voir le principe de la correspondance entre nos langues. Tout ça, ce sont des questions. Parce que je suppose que bien avant que les colons, enfin ceux qui sont venus tout en l'air en arrivent, nos ancêtres, ils arrivaient quand même à se comprendre. Parce que
et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je prends le mot séguéré, voilà, je me dis, mais punaise, mais destin qui est incarné. Donc, c'est ce que ça me dit dans ma langue, ça me donne le joto que j'ai chez moi. Donc, il y a ce lien. Et il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. D'ailleurs, j'ai fait un travail là-dessus dans mon dernier bouquin qui s'appelle L'Éther, où j'ai travaillé sur cette question des langues africaines. Et j'ai échafaudé une théorie que j'appelle la théorie de la dérivation langagière. Donc, et ça rejoint tout à l'heure le principe même de l'initiation selon comment dire, les professions ou bien les catégories socio-professionnelles, si on peut dire, et les activités des gens, le milieu de vie et tout ça. Et il y a une anecdote là-dessus. J'ai une amie qui travaille, c'est-à-dire elle a initié Vodou et elle m'a approché pour qu'on discute de certaines choses. Et elle m'a donné, par exemple, des oraisons qui sont utilisées dans les cultes Vodou. Et il y a une de ces oraisons, quand je l'ai lue, parce qu'elle voulait que je lui traduise, parce que ils ont une façon de prononcer qui n'est pas bonne, et donc les gens ne comprenaient plus tellement le sens des oraisons. Et donc, elle m'a amené les oraisons, on a fait un travail linguistique là-dessus. Et après, je lui dis, tu vois, ces oraisons que vous utilisez, non seulement ça sert dans le culte, mais ça a aussi une fonction instructive. Donc, dans l'initiation, il n'y a pas que il y a aussi des instructions, c'est-à-dire la compréhension des choses. Un mot a un sens, de telle sorte que quand on te donne un mot, sans qu'on ait à faire un grand discours, tu comprends ce qu'on veut en donnant ce mot. Et quand je donne cet exemple d'une de ces oraisons où on parle du dieu crocodile, et on le dépeint dans l'oraison comme celui qui fait des bancs de sable et qui mord les mollets des gens et qui renverse des bateaux. Et quand je lui traduis tout le truc, on réécrit le texte et que je lui dis que ce n'est pas seulement un texte cultuel, mais c'est un précis de navigation. Elle me dit, ah bon? Je dis, mais oui, quand un piroguier voit des bancs de sable, quand il connaît ce texte, il sait qu'il doit les éviter. Parce que s'il échoue dessus, il va devoir descendre dans l'eau pour pousser la pirogue. Et là, qu'est-ce qui peut lui arriver? Le crocodile qui a fait les bancs de sable le prend. Et elle me dit, waouh, j'avais pas vu ça. J'ai dit, mais voilà comment on peut, on a un besoin aujourd'hui de faire un travail. Donc, l'initiation, il y a ce côté culturel. Donc, c'est ce que Karjoudi a dit tout à l'heure, il y a ce côté culturel, mais au-delà de ça, ce sont des savoirs, c'est des techniques aussi. Donc, on a aujourd'hui un besoin de faire ce travail-là. Mais comment le faire? C'est une des questions. C'est une grande question que tu poses là. C'est une grande question parce que, alors, en fait, le savoir, c'est le pouvoir, mais est-ce que le pouvoir, c'est le savoir? Ça, c'est pas sûr. Et aujourd'hui, eh bien, ceux qui ont le pouvoir, imaginez, vous voyez comment ça se passe au Tchad. Même un esprit équilibré ne peut pas concevoir ça. Les gars, il a une constitution, il meurt, eh bien, on dissout l'Assemblée, on évacue la constitution et son fils prend le pouvoir. Et partout, ça se répète. Pour que il y a des chefs d'État qui ont essayé de remettre en selle nos langues nationales. Et au Burkina, Sankara, quand il est arrivé,
Et c'est pourtant pas un intellectuel, c'est juste un militaire consciencieux. La première chose qu'il a faite, c'est par exemple d'écrire l'hymne national en 3 versions. En français, en moré, non, en moré, en full de 4 même, et en bissa. Et il a mis toute l'école primaire dans les langues maternelles. 3 langues. Enfin, langue vernaculaire. Le moré, le fulfulde et le bamana. Et quand on a voulu en finir avec lui, eh bien, on l'a tué et puis on a remis les Français partout. Et il y a de la rétrogradation. Moi, je dis, alors c'est Cheikh Anta Diop le disait à une époque, hein, un enfant qui va à l'école, enfin, qui va à l'école en Afrique, au bout de 7 ans, il a une connaissance impressionnante de son environnement, de sa société, des pratiques sociales. Et puis, on l'arrête à un moment donné, on lui dit, tu recommences avec un vocabulaire de quelqu'un qui a 1 an. Pourquoi pensez-vous que nous réfléchissons dans ces langues-là de façon superficielle? Parce qu'il n'est pas basé sur un parcours naturel. Normalement, les premiers pas qu'on fait en marchant, eh bien, on apprend aussi à parler. Partout où on va, les choses qu'on voit, on les nomme. J'ai pris le train à 22 ans. C'est dans ma région, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de train. Mais quand j'étais à l'école primaire, on parlait du train, de la casserole, c'est des choses qui ne représentent rien pour moi. Donc, rien que ça. Les objets qui nous entourent ne sont pas nommés dans les cours qu'on nous donnait. Mais c'est fait exprès, c'est normal, parce que l'école française, par exemple, elle est faite pour faire des supplétifs coloniaux. Et vous savez quand même que à cette époque-là, il y avait 2 écoles. Il y avait l'école où on apprenait aux ressortissants français et européens et l'école qui était réservée aux indigènes, où on apprenait les b.a.-ba pour servir la colonisation. Donc, si on veut faire une éducation qui profite à l'Afrique, il ne faut pas se baser sur ce système éducatif. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du rêve en moré, Zamsro, et apprendre. Quand mon père, le matin, dit « Eh bien, hier soir, j'ai rêvé », je comprends qu'il a appris. Mais ici, quand on dit « tu as rêvé », c'est que tu étais dans un monde irréel. Comment tu peux traduire des sentiments ou des mots de ce type? Et tout le monde sait, même ici, hein, les grands scientifiques apprennent la nuit dans le sommeil. Et ce n'est pas du tout de la magie, c'est comment on appelle, un fonctionnement normal du cerveau humain. J'ai dit à mes élèves, quand je leur parle de l'importance du sommeil dans les apprentissages, je leur dis, votre cerveau, c'est un peu comme, comment on appelle, quelqu'un qui vit dehors. Tu vis dehors et tu prends tous les outils que tu as dehors, tu les poses un peu à l'entrée de ta maison pour les ranger après. Un peu comme l'ordinateur fait la défragmentation. C'est-à-dire tout le temps, il travaille en désordre et le soir venu, eh bien, quand on se couche, en fait, toutes les choses se remettent en ordre. C'est ça, Zamsro, c'est ça, rêver, c'est ça, apprendre. Sauf que là, on nous dit, en fait, les rêves, il n'est pas permis. Et quand les gens ils s'élèvent avec un songe, il y a bien sûr des rêves prémonitoires et des rêves qui
qui sont une continuation de ce que nous avons vécu dans la journée. Et dans ma langue, eh bien, c'était assez clair que les gars qui rêvent, eh bien, ce n'est pas du tout onirique, ça fait partie de l'apprentissage, de la réalité. Et donc, aujourd'hui, il faudrait, si on veut que dans 100 ans, je disais tout à l'heure à Pascal en off, qu'on ne soit pas des Français d'Afrique, des Espagnols d'Afrique et des Anglais d'Afrique, eh bien, que ce soit nos idiomes qui sont utilisés pour transmettre nos valeurs et nos connaissances. Pourquoi en Italie aujourd'hui, ils se battent pour enlever les anglicismes dans leur langue? Nous, on n'en est pas là. Hein? Or, est-ce que vous savez quand même que les colons, quand ils sont arrivés, moi j'étais à Kaya, dans le nord du Burkina, au collège. Vous savez, quand j'allais à la messe à l'église de Kaya, les prêtres qui étaient notre aumônier scout, l'abbé Pierre Lombard, eh bien, il faisait la messe en mort. Il avait traduit la Bible en mort. Parce que tu ne pouvais pas prêcher à des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui ne parlent pas français en français. Eh bien, eux, ils ont compris. Pour les transformer, il faut parler dans leur langue. Or, aujourd'hui, quand le chef de l'État du Burkina va, je ne sais pas moi, dans le nord du Burkina, enfin, à la limite, il peut parler moré, mais il parle en français. Et puis, du français de Paris, quoi. Les gens ne comprennent rien du tout. Donc, il va falloir faire du travail. Alors, le travail, c'est faire. J'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient dans... Ça ne va pas vite. Qui travaillaient dans les États africains, des linguistes, même des gens qui étaient de ma promo, qui ont fait des manuels en moré, en dioula, en bambara. Mais tout ça va trop lentement parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Voilà. D'accord. Juste pour rebondir, souvent dans mes échanges avec des amis, à propos justement de cette école à laquelle appelle justement de ses voeux Kafoué, le problème justement de ces écoles-là, oui, on peut faire des écoles en langue africaine, apprendre à nos enfants des connaissances qui nous sont propres, mais il y a toujours la question, parce que le but de l'école, comme Zwamba demandait tout à l'heure, on est initié à une fonction et après, on trouve un cadre, un environnement, un espace où on va pratiquer. Le problème, c'est que ces écoles où on va donner un apprentissage qui est propre à nos valeurs, à nos codes et repères, mais cela sera pour faire quoi? C'est-à-dire que ici, quand on va à l'école, c'est pour sortir de là, travailler dans des emplois pour lesquels on nous a formés. Et donc, la question, c'est nos écoles, entre guillemets, initiatiques, formeront à quoi? À quel type d'industrie, de métier ou autre? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, dans notre réflexion, effectivement, c'est bien de faire ce retour-là, mais à l'époque, il y avait une industrie, un cadre qui était dédié à ces enseignements qu'on avait. Mais si demain, nous formons nos enfants, ça sera pour faire quoi dans une société qui n'a pas nos outils, en fait? En fait, ce n'était pas une question, hein, oui, c'est une réflexion comme ça. Par contre, si j'avais une question à te poser, c'est par rapport à… Alors, ça y va aussi. J'ai observé, et c'est peut-être dû à ta formation académique, puisque tu as été prof, enfin, tu es prof tu as été prof de philo, maintenant tu as une autre fonction. Souvent, justement, tu citais des philosophes grecs. Et pourtant, tu as côtoyé aussi des anciens.
Ouais. par rapport à ta formation, à ton initiation traditionnelle, entre guillemets. Et c'est la mémoire ou alors c'est un réflexe qui fait que tu t'appuies davantage sur des pensées venant des Grecs que des pensées venant donc de ces anciens qui t'ont enseigné. Alors, donc, non, en fait, les citations que je donne, c'est juste pour faire les parallèles. Et il y a pas, enfin, dans la tradition, les citations appartiennent à tout le monde. Donc, moi, quand je parle en moré, je parle en parabole. Il y a, en fait, ou au village, quand les gens, les adultes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour dire quelque chose à un jeune, ils donnent une boutade et c'est à toi de réfléchir. Dans le livre, je le dis, hein, j'explique comment. Et en fait, quand ils parlent en français, c'est très difficile de les utiliser. C'est comme les contes. J'étais un conteur quand au clair des lunes. Eh bien, je ne compte plus. Mes contes, je ne les connais plus. Je ne m'en souviens plus parce que la langue a complètement effacé. Et voilà. Mais j'ai dit des fois, mon père m'a dit ceci, mon grand-père a dit cela. Oui, ça c'est. Mais je cite les philosophes, par exemple, quand je dis. Alors, quand je cite Nietzsche, par exemple, sur toute philosophie est une biographie. En fait, c'est en dehors de la conception occidentale de la philosophie. C'est un parcours de vie. Et Nietzsche disait, eh bien, quand je rencontre un philosophe, je lui demande s'il sait danser. S'il dit non, eh bien, il n'est pas philosophe. Parce que les philosophes, ils pensent comme il a vécu. Et l'initiation, c'est ça. C'est pour, enfin, le parcours initiatique, c'est justement eh bien, le chemin qu'on a parcouru et on est plus comment on appelle, à vivre sa philosophie qu'à penser, qu'à philosopher sa vie. Voilà. C'est pour ça que je cite, mais c'est aussi une déformation, hein, c'est possible. Ouais. Mais tu as tout à fait raison, parce que je pense que si tu parlais en parabole, c'est-à-dire tu reprenais donc ces paraboles, et là, Ouais. c'est moi qui ne comprendrais rien, en effet. Non, mais je comprends tout à fait alors. Voilà. Merci. Si quelqu'un d'autre a des... N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Oui, Kafoui, tu peux. Oui, c'était pour rebondir sur la question que tu as, enfin, l'apport que tu as fait tout à l'heure sur quand on va, comment dire, enseigner selon nos paradigmes et notre école telle qu'on va la penser, ça sera pour faire quoi? C'est vrai que c'est une grande question, mais je pense que je vais faire un parallèle. Je dirais, quand on prend par exemple la Chine ou les pays asiatiques, tout ce qu'ils font dans les sciences, ils le font dans leur langue. Et ce qui nous amène à comprendre que nos langues aussi ont une capacité à discourir scientifiquement. Et c'est un fait, puisque il y a beaucoup de jeux ou bien des choses, des réalités dans nos traditions, des pratiques, qui sont basées sur des raisonnements scientifiques. Je prendrai le cas, comment dire, du jeu Awalé. Quand on y réfléchit, par exemple, ben, c'est mathématique. Ah oui. C'est une construction mathématique. Et il y a beaucoup de gens qui savent jouer de Awalé, mais qui vont te dire qu'ils sont nuls à maths. Mais parce qu'on ne leur a pas montré le fil, on ne leur a pas montré la correspondance. On a en tête que les maths, ça appartient aux Occidentaux, que c'est eux qui l'ont amené. Alors qu'en fait, c'est faux. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un travail là-dessus en ce moment sur les sciences dans nos langues, où j'utilise mon langue maternelle pour parler des fonctions mathématiques, des fonctions comment dire, les équations,
les espaces vectoriels, tout ça, j'en parle dans ma langue maternelle en expliquant. Et donc, et c'est là où je découvre que ben, on a un potentiel qu'on ignore parce qu'on ne va pas le chercher. Et donc, c'est hyper important. On peut travailler dans nos langues et je dirais même qu'on sera même meilleur dans nos langues parce que on arriverait à mieux comprendre les choses. Et j'ai fait l'expérience où j'ai utilisé l'expression, par exemple, qu'on utilise dans ma langue pour désigner une fonction mathématique, un f de x, pour expliquer les maths à mes enfants. Ils ont mieux compris que ce qu'on leur a mis à l'école. Donc, et c'est ça, on aura plus de facilité. Et David l'a dit, l'a dit tout à l'heure, en disant, quand on attend quelqu'un qui a connu son environnement et puis à 10 ans ou 7 ans, on ramène à zéro. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à refaire la connexion. Ils n'imaginent pas que l'environnement dans lequel ils vivent est connecté à ça. Et c'est dangereux. Beaucoup de gens ont cette dissociation dans leur esprit et qui fait que on se retrouve parfois coincé à dire on ne sait pas alors qu'on sait. Donc, il y a cette prise de conscience là aussi à avoir. Notre monde africain n'est pas déconnecté de la science, alors qu'on a essayé de nous le faire croire. On est même plus ancré dans la science que les autres. Pourquoi? Parce que on respecte la nature. On connaît la nature. Et la science, les règles de la science sont dans la nature. Et alors, quand on parle d'animisme, et moi, je dis, l'animiste, quand il nous dit qu'il y a une vie dans la table, ben, il est en train de nous tenir un discours de physicien. Parce que l'atome, ben, la structure de l'atome, il y a un noyau avec des électrons qu'on nous dit en mouvement perpétuel. Donc, c'est une vie. L'animisme nous fait comprendre cela. Donc, c'est à nous de nous réapproprier de notre monde et de faire la connexion. C'est important. Alors, si j'ai bien compris, hein, la question de Foulélé, en fait, c'était le fait de... En fait, il ne faut pas que ces écoles soient créées, chacun dans son coin. En fait, cette école-là, ce système éducatif ne peut avoir une efficacité que s'il s'installe dans un territoire et dans un système. C'est-à-dire, si un pays le fait, il n'y a pas de raison. Et il y a des pays qui peuvent le faire aujourd'hui. Hein. Le Sénégal peut le faire, et le Rwanda, le Burundi et beaucoup d'autres pays, le Mali, peut le faire parce qu'il y a des langues suffisamment fortes pour pouvoir être une langue d'école et d'administration. Mais vous avez vu qu'au Rwanda, eh bien, il a laissé tomber le français, mais il a pris de l'anglais comme langue nationale. Alors que le Kinyarwanda, c'est parlé par tout le monde. Donc, c'est la paresse intellectuelle et un manque de volonté politique. Et je te rejoins, Kafi, sur la maîtrise des sciences. Moi, je me souviens, j'ai lu Dieudo, comment il s'appelle, Marcel Griol. Et dedans, il relate une situation, tu sais, en pays d'Ogon, il fête les Sigui. Les Sigui, c'est toutes les 60 ans. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent les fêter 2 fois. Voilà. Et en fait, une chercheuse française, Dieterlich, ça doit être ça, qui est venue au pays d'Ogon et qui allait photographier
une représentation de l'étoile Sirius et qui va à un colloque à New York. Et pendant que tout le monde parlait de Cyrus, et puis elle dit, ben, j'en ai une représentation. Les gars disent, mais non, c'est pas possible. Il dit, si. Et il dit, mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Sur une pierre en pays Dogon. Et les savants sont en train de dire, ben non, ça, c'est pas possible. Cyrus n'est pas visible à l'œil nu. Il y a un chercheur, je ne sais pas, canadien, eh bien, qui a trouvé la solution, qui a dit, en fait, quand on prend le cycle de 60 ans en remontant, en fait, à telle époque, au Moyen-Âge, Cyrus était visible à l'œil nu. Et en fait, les Dogons l'ont vu et l'ont représenté et ont transmis de génération en génération. Et jusqu'aux années 70, et bien sûr, Cyrus n'était plus une étoile visible à l'œil nu. Donc, on avait, c'était de l'astrophysique. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Alors, s'il y a d'autres questions, ou, ou simplement... Vas-y, je t'en prie. Il y a quelque chose que j'avais prévu de dire que je n'ai pas pu dire. Et c'est, en fait, il y a des gens qui s'étonnent que les Africains s'appellent frères. Et ils ont l'impression que ben, la fraternité chez nous, c'est vraiment un truc. En réalité, non, c'est comme je te disais en off. Et par exemple, en pays Mouaga, il y a 3 lignées possibles. On est père, mère ou fils ou fille. C'est-à-dire, il y a la lignée des frères et sœurs et la lignée des pères et des mères. Et en fait, moi, les enfants de ma sœur, vous savez comment ils m'appellent? Eh bien, mère. Parce que je suis homme, mais je suis dans la lignée des mères pour ce qui les concerne. Et bien évidemment, eh bien, tous ceux qui sont de la lignée de mes pères et de mes mères sont mes frères et sœurs. Et il n'y a pas... moi, j'ai été élevé par mon oncle, mais si je disais qu'il était mon oncle, je serais mort que vivant. Parce que ça c'est pas possible. Il est mon père. Voilà, c'est comme ça. Et mon demi-frère, c'est pas mon demi-frère, c'est mon frère. Mon cousin, c'est pas mon cousin, c'est mon frère. Et c'est pour ça que, bien évidemment, plus tard, ben nous, quand on voit un Africain, on dit que c'est un frère, parce que si on est à peu près du même âge, on est frère, mais si c'est quelqu'un de plus âgé, c'est un père ou bien c'est une mère. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'on retrouve ça, je pense, partout hein, en Afrique. Oui. Ah ouais, effectivement, c'est ce qu'il dit vrai, parce que quand il était en train de parler, j'ai pris le nom qu'on donne au frère de sa mère. Chez moi, le frère de ma mère, on l'appelle Minet, ce qui veut dire littéralement, en quelque sorte, le frère que ma mère m'a donné. Ben oui. Si je traduis littéralement, c'est un frère que ma mère m'a donné. Donc, c'est-à-dire, c'est comme il dit, c'est comme ma mère, c'est la lignée maternelle. On voit qu'il y a la lignée maternelle. Voilà. D'ailleurs, chez moi, l'oncle maternel, je dis maman. Je l'appelle maman. Ah ben oui, ben oui, c'est ça. Je l'appelle maman. Et un jour, Voilà. ma fille allait au Burkina, elle avait 2 ans et demi. Et avec sa maman qui est européenne. Et en fait, quand on est arrivé, il y a un vieux monsieur, Christophe, qui est venu et qui s'est prosterné devant elle. Et puis, il ne comprenait pas. Et qu'il appelait ma mère.
En fait, elle a les mêmes, selon les traditions, elle a les mêmes, son secret, eh ben, c'est la mère de Christophe. Et donc, automatiquement, elle est beaucoup plus jeune, mais c'est sa mère à lui. Et ici, c'est incompréhensible, mais là-bas, c'est clair. Oui, moi aussi, je peux donner un témoignage à mon tour aussi sur, Très sur bien. le fameux mère et père. Donc, chez Mhm. nous, l'oncle maternel, on l'appelle Nyokolume. Donc, littéralement, la mère homme. Eh ben, voilà. Donc, Nyoko, c'est la mère, et Mhm. Lume Mulume, donc l'homme, quoi. Donc, c'est littéralement la mère homme. C'est Et ça. la tante paternelle, Mhm. on l'appelle Songali. Donc, littéralement, l'homme-femme. Voilà. Père. Ouais, 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 c'est ça. Oh, voilà le père-femme, plus exactement, C'est oui, c'est ça. ça, le Mhm. père-femme, ouais, c'est Mhm. ça, exactement, ouais. Ouais, parce que So, c'est père, et puis Ngali, c'est femme, donc littéralement père-femme. Euh, Donc, c'est comme si les mm, Mosè avaient émigré chez toi et inversement. ouais, Donc, ouais. Exactement, oui. Ah, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces enseignements. C'est très intéressant. Il ben, faut c'est avec revenir plaisir. souvent faire des communications comme ça. Il faudrait, J'espère. faudrait qu'on, Oui, quand on les va. temps vont devenir meilleurs, quand les mauvais, Ouais, les vents mauvais vont s'arrêter, ouais, et on va pouvoir sans doute se voir ouais. pour parler de tout ça, parce que il Ouais, faut en parler, mais il faut aussi agir dans ce sens. C'est vrai. Tout à fait. ouais, c'est Mm. ça, ouais. Mm. Très bien. Bah, je pense que on a un peu fait, non pas le tour, mais en tout cas, on a assez discuté. J'espère. On aura l'occasion, David, de trouver une autre occasion, un autre sujet, mais voilà. Toujours est-il, le livre de David est accessible au niveau de la librairie Estibla. Vous n'hésitez pas, le lien est dans la partie commentaires. Kafui Ekwe, d'ailleurs, qui a évoqué également quelques ouvrages sur les thèmes, a aussi ses ouvrages à Estibla. Juste pour information, à juste titre, David a bien dit que l'initiation des femmes, ça concerne les femmes. Un homme ne peut pas en parler. Euh, et juste pour information, la semaine prochaine, en tout cas en ce qui concerne la région de l'Afrique centrale et en tout cas le Congo principalement, on recevra justement une jeune dame qui, elle, j'aime pas le mot subir l'initiation, a eu une initiation, A vécu. a vécu l'initiation, mais cette fois du côté femme, et elle viendra donc en témoigner et expliquer, comme tu l'as fait également. Voilà. Donc, c'est l'initiation chez nous qu'on appelle le Chikumbi, et c'est l'entrée donc des jeunes pubères à cette voie justement vers. Tout à fait. Donc la semaine prochaine. En tout cas, merci encore David pour ces informations que tu nous as données, cet échange. Et merci à vous tous, Kafoué, Zwamba, Maury, et aussi notre cher ami qui n'a pas parlé, mais qui nous écoute, je suis sûr, Aïe Cobon, qui est là, présente. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite en tout cas une Ah, agréable soirée et à la prochaine. bonsoir. Bonne soirée. Ben, merci. Donc, Oui, ben, je te la laisse lutte le mot de la continue. fin. Excuse-moi, je te laisse le mot de la Oui. fin. Non, mais c'est très bien. Et puis, bien sûr, ces questions-là, donc, alors, je fais du travail sur ce qui concerne le système éducatif. Ça fait quelques années que je travaille là-dessus. Et un jour, j'espère que
et les fruits de ce travail, vont pouvoir être publiés. Je sais qu'ici, il n'y a personne qui voudra le publier parce qu'il va à l'encontre du système. Mais je ne désespère pas. Voilà. C'est un travail qui est assez mûr. Oui. C'est entendu. Voilà. Donc, merci à vous et d'avoir consacré du temps aux pensées anciennes qui peuvent être nouvelles, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à nouveau, bonne soirée à vous tous et vous toutes.